intéressant de démarrer une émission les pieds dans l'eau, c'est même rafraîchissant je dirais. Merci de nous rejoindre dans Brise d'été. Brise d'été, bien sûr aujourd'hui va vous parler de sport extrême, en l'occurrence de VTT mais aussi de parapente, et puis nous aurons le plaisir de recevoir les guest stars. Il s'agit de deux chanteuses talentueuses, Hasna Henni et aussi Amina Sherif Zahar, qui s'embarquent en duo pour un très beau spectacle. On va voir leur actualité dans un moment, mais avant, appréciez la Grande Bleue comme nous venons de le faire, et à tout de suite. Traité par le groupe Day qui est actuellement en tournage et qui nous a promis la primeur justement de l'annonce de son nouveau clip dans Canal Algérie. On attend ça avec impatience et à travers eux on salue toutes les Meriomettes, y compris la nôtre, Myriam Akek, qui prépare avec Amel Almi cette émission. Bienvenue mesdames, messieurs dans Brise d'été. Donc nous venons justement de faire une petite balade en mer, donc utile aussi de remercier celle qui nous a offert cette petite virée, Nabila Marouane Mazouni, ainsi que son époux Bilal Mazouni. Premier plateau de cette brise d'été, donc cette émission qui vous accompagne pendant les vacances. Un passionné de VTT, il s'agit de Nassim Walid Zerari. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Nassim, je sais que vous avez préparé aussi votre tenue de plage. Bah oui, avec cette chaleur, il faut bien. Vous aimez beaucoup la mer également, Oui, j'imagine. beaucoup. En été,
J'aime beaucoup aller à la mer. Oui, vous êtes originaire de Béjaïa. Oui. À Béjaïa, il y a énormément de loisirs, énormément d'associations, donc de sports extrêmes, de sports d'été également. Oui, j'aime. Je faisais entre parenthèses aussi un peu de parapente, alors un peu de vélo, un peu d'équitation aussi, à Béjaïa toujours. Donc il y a beaucoup de choses à faire là. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choix dans cette ville maritime également, dont le relief est très beau. Mais il est magnifique. Il est époustouflant, époustouflant. Il faut y aller voir. Il faut y aller voir. Il faut aller voir. Oui. Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas, tant la beauté justement de Béjaïa ravit ses visiteurs. Alors on va parler un petit peu de votre passion, née un petit peu développée je dirais à Alger, parce que vous avez quitté Béjaïa il y a quelques années, c'est bien cela? Voilà, donc je me suis installé sur Alger en 2014, Oui. donc ça fait maintenant 4 ans. Et étant passionné de vélo et de VTT, arrivé sur Alger, en fait, il n'y avait pas trop de location de vélo, il n'y avait pas trop d'endroits pour faire du vélo, que ce soit en groupe ou voilà. Il y avait un vide, il y avait un grand vide. Il y avait un grand vide pour se balader. On a ceux qui adhèrent justement au club sportif, qui font de la compétition, donc du vélo de compétition, mais bon, comme ça, pour le plaisir, pour le fun, très peu. Très peu, pour le loisir, pour l'amateur, il n'y en avait presque pas, vraiment très peu. Et encore moins de femmes. Beaucoup, oui, et quasiment pas de femmes. Quasiment pas de femmes. Quasiment pas de femmes. C'est drôle pour une capitale, hein, c'est incroyable. Ça m'a étonné moi-même. Oui. J'ai été étonné. Donc l'idée est venue, voilà, pourquoi pas, de faire une location de vélo pour hommes et pour femmes. Oui. L'appeler VTT pour elles, pour spécifier aussi que les femmes ont le droit d'y accéder. D'accéder, pardon. Ça les encourage. Bah oui, elles voient ça, elles peuvent. Elles ont l'impression, après vous les avez un peu dupées, hein. Elles vont avoir l'impression que c'est tout pour elles. Mais en fait, elles vont se rendre compte que c'est pour mixte. tout le monde. C'est bien. Il n'y a pas de souci. Plus on est fou, plus on rit. Donc il n'y a pas de problème. Absolument. Et donc voilà, j'ai démarré en créant la paperasse, on va dire, la documentation nécessaire. Ensuite, voilà, la location a commencé petit à petit. Et voilà, alhamdoulilah, maintenant, on fait plusieurs types de sorties sur plusieurs distances, sur des circuits fermés, sur des circuits ouverts, Bouchaoui, Parc Donia, on fait sur la route nationale aussi. Et il y a eu un besoin qui s'est exprimé d'apprentissage. Il y avait des personnes qui me disaient, voilà, on veut venir, mais on a envie, mais on ne connaît pas, on ne sait pas en faire. Été initié, voilà. Et donc j'ai très rapidement démarré l'apprentissage pour adultes. Pour hommes et pour femmes, même pour enfants à partir de 14 ans, on va dire. Et voilà, ça s'est très bien passé. Les premiers échos étaient à peu près bons. Et donc voilà, ça s'est développé comme ça. Quand on apprend à monter à vélo, donc quand on est jeune, c'est pas grave qu'on tombe. Quand on est gamin, on tombe, on se relève, on tombe. Mais les adultes, comment ils vivent ça? Les adultes, en fait, en principe, ils ne tombent pas. Ils tombent pas? Ils ne tombent pas. Ah bon? C'est curieux, ils ont le sens de l'équilibre. Non, le matériel est adapté pour. Très bien. Les techniques sont adaptées pour. C'est que la personne, elle apprend vraiment tout en douceur. C'est des étapes à faire, tout doucement, et puis hop, ça y est, on a appris. On ne tombe pas. Sauf si on ne suit pas les instructions. Mais j'imagine que de temps en temps, il y a des petites chutes. Il y a des chutes, ça arrive, c'est normal, c'est l'apprentissage, mais voilà. Là, en fait, le plaisir d'apprendre et la sensation de liberté qu'ils ont sur le vélo fait que tous les bleus, ils disparaissent. Allez, on oublie les bleus rapidement, et puis voilà, c'est ça. Très bien, donc cette passion pour le VTT, donc qu'est-ce que ça vous procure justement? Quel plaisir on peut trouver à pratiquer du VTT? Moi je sais, hein, mais ce n'est pas pour moi que je pose la question. C'est pas évident d'exprimer un plaisir, ce que c'est, mais voilà, c'est la liberté, dans mon activité, c'est surtout la rencontre. Pas spécial. On n'est pas dans un club de performance, c'est vraiment de la rencontre pure. Les gens viennent se rencontrer, se détendre, se balader tranquillement, et puis voilà, il y a des gens qui créent des amitiés entre eux, et puis voilà, c'est simplement ça. Le fait de rencontrer et de pouvoir partager cette passion. Le plaisir, il est là, dans le partage de la passion. Très bien. L'été aussi, ça continue. Mais quelles sont les saisons les plus propices pour la pratique du VTT chez nous? Connaissant le climat Connaissant le climat, c'est au printemps et à l'automne. Au printemps et à l'automne, les journées sont plutôt longues, les journées sont plutôt fraîches aussi. Et donc, ça permet de faire de longues balades sur des plus longs circuits. Et voilà, donc l'activité
au printemps et à l'automne fonctionne mieux qu'en été où il fait chaud et les gens préfèrent aller en congé ou à la plage. Voilà, d'autres loisirs s'ajoutent, on le voit autour de nous. Vous voyez, la plage permet quand même d'accéder à d'autres types d'activités en pleine fraîcheur, pieds dans l'eau, etc. C'est pas mal aussi. Mais c'est tout aussi bien aussi de pratiquer du VTT en été, mais il y a des horaires propices, bien sûr. Même l'apprentissage se fait en fin de journée. Voilà, se fait vraiment en fin de journée. C'est vraiment les 2-3 dernières heures quand il fait frais, parce qu'à l'apprentissage à 14 h. Dès que le soleil baisse un peu, j'imagine. Très bien. Donc combien de sorties en été? J'en fais une le matin très tôt, une parfois l'après-midi, et puis les samedis après-midi, c'est l'apprentissage au niveau des Sablettes d'Alger. Tous les samedis après-midi, donc de 17 h jusqu'à 20 h en été et de 13 h jusqu'à le Maghreb dans les autres saisons. En tout cas, au-delà de le Maghreb, nous avons notre reporter, l'ami Aboudbouda, qui a suivi un petit peloton, donc quelques dames qui vous accompagnaient lors d'une soirée. On va essayer de les voir, de les découvrir, histoire un petit peu de booster encore plus l'envie des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Donc tout de suite, reportage et une petite virée du côté d'Alger et on revient. Se balader la nuit à vélo dans la capitale, sur le front de mer, est une initiative qui mérite d'être applaudie. L'organisateur n'est autre que Walid, ce passionné de vélo, a constaté que le cyclisme est un sport en plein essor et qu'il y a beaucoup de clubs pour hommes, mais pas assez pour la gente féminine. Donc à la base, je suis loueur de vélo. Donc l'idée est venue une fois que je me suis installé sur Alger. Étant passionné de vélo, donc voilà, ça semblait logique de faire ça. Et puis j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient en faire et qui ne pouvaient pas en faire spécialement, par manque d'infrastructure ou Et donc j'ai eu l'idée de louer des vélos pour femmes et pour hommes aussi, c'est mixte, et de proposer des tournées, que ce soit fait Bouchaoui, soit que ce soit Parc Donia ou la Parc Zoologique. Je suis ici aussi, je suis aussi aux Sablettes. Donc voilà, il faut simplement réserver son vélo et puis sur VTT pour elle, il y a la page Facebook ou il y a le numéro dessus directement. Et puis voilà, grâce à ça, vous pouvez venir faire une balade. Le rythme de la balade est tranquille, on contourne les obstacles, on respire un grand bol d'air marin et de temps à autre on s'arrête pour prendre des photos. Génération selfie oblige. C'est une évasion, donc après le boulot et le stress et tout, on décompresse un petit peu. Ça change, la balade nocturne change. Tout à fait. Donc Alger n'est plus la même la nuit. Ça c'est super, En plus c'est sympa pour les touristes aussi qui veulent visiter Alger aussi la nuit. D'autres passionnés de vélo viennent avec leur propre VTT essayer cette nouvelle formule. جيت اليوم عرضني صاحبي نجيب قال لي كاين خرجه اليوم في الليل كنا معولين نخرجوا صباح بصح صبت الشتا اليوم قال لي نجيب نخرج اليوم في الليل كاين خرجه في الجروب خرجت معاه جيت عندنا جروب تاع هو الدراجات الهوائيه في الجزائر نخرجوا كل جمعه نخرجوا خطرات شريعه خطره مديه تيبازا ونروحوا بلي فيلو تاعنا بلي فيلو. Flâner à la lueur des lanternes sur les chemins du littoral de l'Algérois est un pur moment de plaisir et de détente, mais aussi de sport et de souvenirs. Pour Jugurtha, cela rime avec enfance. Pour moi, c'est l'enfance. Le vélo, c'est l'enfance. Voilà, c'est ça. J'ai plein de cicatrices derrière, ici sur les genoux et tout. C'est ça le vélo pour moi. J'aurais aimé voir partir au boulot avec des vélos et tout. Dans le vocabulaire du cyclisme, on trouve la petite reine désignant métaphoriquement le vélo. Une expression dont l'origine serait liée à Wilhelmine d'Orange-Nassau. Devenue reine des Pays-Bas à l'âge de 10 ans, cette grande dame est amatrice et pionnière du cyclisme naissant. Et voilà, mesdames ont l'air très heureux sur leur vélo. On vient de les voir, Nassim. Oui, voilà, c'est des sorties de nuit que j'organise, pardon. Et voilà, c'est un petit succès, c'est en fin de journée, c'est très agréable. Et puis voilà, c'est toujours dans l'esprit familial, dans l'esprit de partage. Voilà, c'est excellent. Oui. C'est excellent, mais justement, je voulais, dans la mesure où il y a du partage, dans la mesure où on est en groupe, on disait tout à l'heure, plus on est, de fou, plus on rit. Le fou, il
plus on rit. Donc j'aimerais revenir sur les moments de rire justement et de partage, les anecdotes vécues avec ces groupes féminins que vous guidez. Donc, dans les sorties de nuit, en fait, il y a quelque chose qui arrive, on va dire, plusieurs fois, qui nous est arrivé plusieurs fois. D'accord. C'est que lorsqu'on arrive dans une intersection, il y a des policiers. Ben, les policiers nous arrêtent pour simplement nous demander si c'est des personnes étrangères. Ils sont étrangers, ils sont d'Alger. Je dis oui, ils sont bien d'Alger. Oui. Vous êtes sûr? Oui, ils sont bien d'Alger, on est tous d'ici, on est tous en train de se balader. Cuba, Hussein, ils sont tous d'ici, ils sont tous d'ici. En fait, c'est vrai que c'est atypique un petit peu, se balader le soir, une fille sur un vélo, en groupe. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement sur Alger, c'est vrai. Et l'idée, elle est aussi de mettre cette initiative, de dire simplement qu'il est possible de faire du vélo. Oui. Il n'y a matin, aucun empêchement, c'est juste que l'idée n'est pas venue, peut-être, n'est pas... Voilà. Il faut dire que le relief d'Alger fait que non seulement les femmes ne sortent pas à vélo, mais même les hommes non plus. Là, on voit de plus en plus de motards sur les routes d'Alger, mais en revanche, le vélo arrive timidement après. Même les hommes ne pratiquent pas le vélo dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement que des femmes. C'est perçu. C'est le relief d'Alger, je pense, qui un petit peu inhibe. Le relief aussi, en fait, le vélo est associé à l'enfance. Oui. C'est un jeu. Oui. On n'utilise pas comme moyen de transport, on n'utilise pas comme moyen de détente. C'est un jeu, une fois qu'on grandit, puis on le met dans un placard et puis ça y est. Alors qu'en réellement, il a beaucoup de bienfaits. Il a réellement beaucoup de bienfaits. Donc, il faut simplement s'y remettre. Et les gens, la plupart qui viennent, ils essayent 10, 20, 30 minutes, ils rappellent la semaine d'après pour revenir. Ah oui, ils retrouvent justement ces souvenirs, ces excellents souvenirs d'enfance. Ce plaisir d'avancer, d'être libre et ils rappellent la semaine d'après, il fait je me laisse un vélo et je viens. C'est bien. Donc vous avez beaucoup d'adhérentes et d'adhérents dans il y a plusieurs personnes. Nous sommes une location, pas un club. Oui, c'est pas un club en fait. C'est pas un club, donc c'est... à me tromper. Pas de souci. VTT pour elle, donc... Donc pour le nombre d'adhérents, il y a des personnes qui me suivent avec leur propre vélo. Donc il faut savoir que ceux qui ont leur propre vélo peuvent rejoindre le groupe, c'est gratuit pour eux. Il y a un petit groupe de passionnés aussi, un peu comme moi, qui me suit chaque semaine, quasiment sur tous les circuits, de nuit, de jour, de très tôt le matin. Ce matin, on en a fait une. Ce matin, on en a fait une, on a démarré à 5h30, 6h du matin. Se réveiller à 5h du matin pour aller faire un peu de vélo, c'est dur, c'est un peu dur. Mais voilà, l'équipe elle est là, elle me suit, elle m'aide à connaître les circuits, elle m'aide. Donc c'est dire que ça procure quand même un bien-être quand même assez particulier. Oui. Voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de bien-être avec ce sport. En tout cas, voilà, j'espère que ça continuera, l'aventure continuera. En tout cas, est-ce qu'il vous arrive d'organiser quand même des sorties hors wilaya? Est-ce qu'il vous est arrivé de pratiquer d'autres circuits que ceux qui sont connus? D'ailleurs, on ne les a pas rappelés, les circuits. Alors les circuits sur Alger, pour commencer, donc on a Bouchaoui, Parc Donia, le parc zoologique un peu moins, parce qu'il est en travaux actuellement. Ça, c'est des circuits fermés. Les circuits ouverts, nous avons sur Alger Centre vers la Madrague. Il y a un aller-retour, c'est le plus long, c'est très tôt le matin. Il y a de la Madrague vers Sidi Faraj, il y a de Sidi Faraj vers la plage de Douaouda, et il y a des Canadiens vers la Pérouse, vers Tamanfous. Ça va, c'est quand même assez varié. Assez varié. On ne risque pas d'entrer dans une routine, hein, donc ça change régulièrement. On change d'endroit. Et pour vous répondre sur les sorties hors wilaya, on en a fait plusieurs. Très bien. Donc on en a fait une à Delles, donc de Delles jusqu'à Texert. Un circuit magnifique. Un autre de Cherchel jusqu'à Tennis en 3 jours, en prenant un hébergement, nos vélos et on démarre. C'est carrément une aventure. C'est le voyage, il est dans le trajet et non pas dans la destination. Excellent. Vraiment, on se baladait et c'était vraiment magnifique. Excellent. Donc quand on a envie de contacter VTT pour elle, on fait comment? Dites-moi, merci. Il y a le site web, il y a la page Facebook d'abord pour commencer. Ça s'appelle comment? VTT pour elle-Alger. Très bien. VTT en un seul mot. VTT en un seul mot pour... VTT pour elle en un seul mot, non? Non, c'est ça. VTT pour elle. Alger. C'est la page. Il y a le groupe VTT pour elle sur Facebook. Il y a aussi le site web qui est dans... c'est un nom. Donc il faut regarder dans la page. D'accord. En tout cas, dans la page, on peut trouver tous les autres contacts. Voilà. Et par téléphone aussi. Excellent. Donc voilà. Bon vent pour toutes ces aventures. Vous me parliez tout à l'heure d'un circuit qui partait de Délice vers Tizi, n'est-ce pas? Oui. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça.
Oui, et qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Tigzirt? Le circuit était bon. Le circuit. Le circuit était beau. C'est vrai que c'est une très belle région. Arrivé là-bas, on a juste profité du paysage, on a juste profité de la plage et on est revenu. Il faut dire que toute la côte de je dirais de Djidjel vers Béjaïa, vers Tizi Ouzou est magnifique. Tigzirt, Azefoun sont des plages vraiment fabuleuses. Et je la recommande à vélo. C'est encore mieux. À vélo, ça risque d'être très particulier et intéressant. C'est encore mieux. C'est à faire en tout cas. C'est à faire. Quelque chose Merci beaucoup Nassim Ouelid Zerari. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous pour ce numéro qui fait partie des premiers de Brise d'été. Vous avez amené cette note de fraîcheur. Merci beaucoup. En nous donnant envie de pratiquer encore un loisir. Une idée pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient aussi peut-être découvrir Tigzirt. Si c'est le cas, tout de suite, balade à Tigzirt, une balade qui sera donc guidée cette fois-ci par Hasna Zoubiri. Tigzirt, une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, une ville côtière très réputée pour la beauté de ses paysages naturels. L'année précédente, plus de 14 millions d'estivants ont visité la région, dont 6 000 de nationalité étrangère. Cette année, les estivants commencent à affluer vers les plages de la ville littorale de Tigzirt. Depuis la fin du mois de Ramadan, la saison estivale bat son plein dans cette belle région. On est de la région de Tizi, donc on vient à Tigzirt, c'est la plus proche de la région de la plage. Donc on vient passer nos vacances ici. On a acheté un bien ici. On passe de très bonnes vacances. On est chez nous, donc moi je suis fier de venir en Algérie. Je viens d'Alger, j'habite ici à Tizi Ouzou. J'ai ramené mes enfants ici. Il y a la sécurité, c'est propre. Super région, chaque année je viens ici avec mes enfants. Durant cette saison estivale, les plages sont gérées par un administrateur de plage, appelé également Monsieur Plage, et Tigzirt n'est pas en reste. Donc c'est pour optimiser la gestion des plages et l'amélioration des prestations de services pour les estivants, le bon accueil, etc. Notre rôle, c'est la coordination entre les différents services et organismes qui interviennent sur les plages pour un bon déroulement de la saison estivale. Mais à côté de la beauté de ces paysages, les visiteurs soulèvent quelques difficultés, notamment le manque d'infrastructures dans la daïra de Tigzirt. La région dispose de seulement 5 infrastructures hôtelières avec une capacité d'accueil de 206 lits. Pour combler ce déficit, des projets sont menés dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. On a enregistré ces derniers temps une dynamique en matière d'investissement touristique au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Actuellement, on est à 40 projets en cours de réalisation. Ces établissements rentrent en activité, ils génèrent plus de 1500 emplois et plus de 5355 lits. Parmi les établissements hôteliers à Tigzirt, l'hôtel Mizrana. Il était étatique, le TK, entreprise touristique de Kabylie, jusqu'à juillet 2005. Le 1er juillet 2005, il a été privatisé. À ce jour, on a fermé pendant 2 ans, depuis 2006 jusqu'à 2008. Le 1er juillet, on a repris en 2008. Voilà. On a rénové. Elle dispose de 40 chambres. Il y a 30 à l'étage. Ils disent bungalows, c'est des bungalows, mais c'est des chambres. Voilà, on a la capacité de maximum 100 personnes. Voilà. Cet hôtel, qui a été complètement rénové suite à sa privatisation, devra connaître dès le mois de septembre prochain des travaux d'extension. Le ministère du Tourisme, c'est bon, il nous a donné l'accord de principe. On a toujours le permis au niveau de Wilaya. Il y aura des bungalows avec kitchenette. Donc c'est des vrais bungalows avec des kitchenettes. Il y aura une autre piscine juste là. Et une salle de conférence, en même temps salle de fête. La saison estivale a bien commencé cette année à Tigzirt, une région qui constitue le lieu favori des estivants pour se rafraîchir et passer du bon temps. Et dans Brise d'été, nous continuons de parler de sport extrême, de sport et de sensations extrêmes avec un autre passionné qui vient de nous rejoindre, Lamine Moussi, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, je vais bien, et vous? Vous avez fait le déplacement depuis Tizi Ouzou pour nous voir? Oui. Ce matin, bienvenue. je suis arrivé. Merci à vous, merci pour cet accueil chaleureux près de la mer. Et voilà. La mer que vous découvrez souvent
des cieux. Ah oui, parfois oui. Contrairement à nous, on reste ici-bas pendant que vous survolez exactement, comme ça. Parfois, nous avons des sites là où on vole, on survole la mer. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Très bien. De voir la mer en dessous. C'est dire que vous pratiquez le parapente, en fait, oui. Parce qu'on ne l'a pas encore dit aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. On pratique le parapente. Moi, je pratiquais depuis 2007. Ensuite, j'ai interrompu un petit peu pendant quelques années et je suis revenu avec le club SAMB de Bouzguin. Très bien. Donc au départ, vous habitiez Bouira, c'est bien J'habite Bouira, oui. Nous avons créé un club qui s'appelait Cativol. Oui. Donc on a commencé à travailler ensemble en parallèle avec Bouzguin. Très bien. On avait un seul moniteur en parallèle qui venait d'étranges de France. Et nous apprend le parapente. Ensuite, après l'immigration de notre président du club, M. Ismail Hashish en Australie, très bien. Il restait Bouzguin. Il y avait un vide, exactement. Il restait Bouzguin, qui était la seule alternative, le frère jumeau de Cativol. Et ben, j'ai continué avec Bouzguin. Et ça a été bien réussi, oui. Excellent. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'adeptes de parapente dans cette région de Kabylie. Et ça a augmenté de plus en plus d'année en autre, surtout après les compétitions et les stages dans chaque wilaya. Ça apporte beaucoup de passionnés dans ce sport-là. Très bien. Et la fédération algérienne joue aussi un grand rôle. La FASA joue aussi un grand rôle pour montrer et faire découvrir ce sport d'une façon nationale dans toutes les wilayas, dans tous les clubs qui admirent le sport aérien, les sports aériens et les sports de montagne de manière générale. C'est vrai qu'il y a souvent des compétitions qui sont organisées par la fédération. Maintenant nous avons l'honneur dans notre club d'organiser en parallèle avec la FASA. Nous sommes les partenaires, les premiers partenaires avec la FASA qui organisent les compétitions nationales. Très bien. Depuis 2016, il y a une compétition en 2016, 2017, 2018. Chaque année, c'est notre club qui travaille avec la FASA et il représente les 40 clubs existants en Algérie. Excellent. Donc vous aussi, vous avez été emporté par ce groupe de passionnés de Bouzguin qui continue de perpétuer, qui ont créé quelque part l'intérêt pour ce sport et continuent de préserver un petit peu cet acquis. Oui, c'est vrai. Au début, le lien qu'on avait ensemble, qu'on avait en commun, c'était M. Jean-Pierre Space, c'était l'entraîneur qui a commencé à nous apprendre le parapente. Il venait volontairement. Même Bouzguin, elle a vécu la mort du président du club. Le premier président s'appelle Ismail Aylan, Allah yarhamou. Il est mort après le club a été recréé en 2013. Voilà. Il a pris un autre nom. Un deuxième élan. Un deuxième élan, voilà, un autre élan. Et c'est celui-là. Et c'est lui qui est là. C'est lui qui est. Et voilà, et c'est parti, et ça continue, et ça se passe très bien pour les sports aériens dans cette région de l'Algérie. De l'Algérie, notamment Bouzguin, Bouira, Azofoun, voilà. On dirait toute la Kabylie, même le Sahara, Tarit, le sud, le Grand Sud, oui. Oui, vous allez aussi loin, je ne savais pas, moi je pensais que vous restiez quand même sur la bande du en parapente, il faut que ce soit une pente pour exercer le parapente. Il faut que ça soit dans une pente. Mais une fois dans la plaine, nous avons le paramoteur qu'on peut exercer d'une façon... Et vous goûtez aux deux? Vous essayez les deux? Ah oui, les deux. Les deux, c'est... Paramoteur et parapente. Ouais. C'est très bien. Ouais. C'est vrai que le relief du côté de Tizi Ouzou le permet très bien. Il y a ces monts du Djurdjura qui à perte de vue. Exactement. Le massif du Djurdjura, il est connu par son relief, sa beauté, ces sites. Nous avons beaucoup de sites à découvrir dans ce grand massif de Djurdjura. Oui, la chaîne est magnifique, la chaîne du Djurdjura.
autant en hiver que dans toutes les saisons. Exactement. En hiver, les sommets sont quand même couverts de neige. De neige, oui. C'est aussi beau. Hein. Exactement. Le vol, il y a ce qu'on appelle le paraski. Oui. On commençait à le faire, à l'exercer en montagne de Giurgiura. Vous l'avez essayé? Même pas moi, mais il y en a d'autres qui ont essayé le paraski. C'est-à-dire en faisant les skis, en même temps on vole des petites distances en parapente. Excellent. Exactement. Mais dites-moi donc, lorsque vous volez, parce qu'en fait, quand vous prenez votre parapente et que vous lancez comme ça dans les airs, vous volez quelque part. Qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas, c'est des sensations de... Au début, c'était une peur, un petit peu, les gens stressaient un petit peu. Il y a la peur qu'on aime bien découvrir, Oui. Et on aime affronter, quoi. C'est une sensation qu'on recherche, en fait. Exactement. Après, ça devient très très bien parce que, je sais pas, la montée d'adrénaline, après ça donne un goût spécial. Vous pouvez demander aux oiseaux qu'est-ce qu'ils ressentaient. Comment leur demander? Je sais pas. C'est fabuleux, c'est fantastique. On n'a pas Khatem Souleyman. Nous avons pas. Exactement. Il aurait fallu qu'on ait la bague de Salomon. On n'a pas. Mais bon, c'est vrai que là, vous pouvez nous dire ce que ressent un oiseau en revanche. Parce que voler son moteur, c'est du voler libre. Tu joues sur l'air, sur la chaleur, sur le vent, l'air ascendant et l'air descendant parfois, les nuages, tu prévois tout, comme les oiseaux le font en fait. Oui. Et on se sent libre comme ça? On se sent libre. Il y a la cigogne qui fait ça. La cigogne, elle plane. Elle profite, elle plane avec l'air chaud. On appelle ça l'air chaud, c'est lui qui fait l'ascenseur des pilotes ainsi que les oiseaux. Oui, comme les montgolfières aussi. Les montgolfières, exactement. Avec de l'air chaud. C'est ce qui leur permet d'aller plus haut dans le ciel, etc. En fait, c'est pas mal tout ça. Hein. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas dangereux, c'est dangereux, c'est un sport. Parce que lorsqu'on voit les images, les vidéos que vous avez apportées avec vous aujourd'hui, lorsqu'on voit, on est tenté, on se dit « Ah, c'est peut-être simple, finalement, tout le monde le fait, pourquoi pas moi ?» Mais est-ce que c'est vraiment un sport qu'on peut pratiquer comme ça, improviser, acheter comme ça un parapente et allons-y? Est-ce que c'est possible de le faire comme ça? Non. Il faut adhérer dans un club, il faut apprendre à zéro, il faut faire la théorie, il faut commencer avec des moniteurs. Oui. On ne va pas acheter dans un commerce un parapente et aller sauter dans les airs. Ça ne se passe pas comme ça. Ça peut être dangereux, ça peut être fatal. Ça commence avec un biplaceur, un moniteur biplaceur. Il te prend. C'est comme les pilotes en fait Voilà, c'est comme les séances de pilotage en avion. On est d'abord guidé par un moniteur. Après, il y a des heures de vol avec moniteur. Après des heures de vol en solo, mais en te guidant avec la radio. Oui. Après, quand on atteint le nombre exigé d'heures en vol, on se permet de devenir autonome. Est-ce que vous avez vécu des atterrissages difficiles dans votre parcours? Pas atterrissage difficile, mais incident difficile, oui. Ah, quand même. Parce que la faute était parce que le matériel nécessaire pour la sécurité n'était pas présent à cette époque-là. Pour exercer le parapente, il faut avoir un matériel bien respecté, il faut qu'il soit toujours avec un moniteur. Les moniteurs nous ont emmené les matériels, les matos, mais la douane algérienne. Ils étaient en attente. Ils étaient en attente. Dans les bureaux de douane. Pendant ce temps-là, vous ne vous êtes pas privé de voler. Exactement. C'était les radios. La radio joue un grand rôle pour la sécurité des élèves. Bon, je volais sans radio. Le moniteur utilisait des fanions pour me guider, de gauche à droite, avec des fanions en bas. Oui, mais de plus en plus, je prends de l'altitude, je ne vois plus le moniteur qui devient plus petit. Fini. Après moi, j'étais collé dans l'air et c'était un incident qui m'a marqué. Bon, après, c'était à moi de gérer mon vol, tout seul, parce qu'il n'y avait rien.
Il n'y avait pas de moniteur ni de la radio Allez. à communiquer. Exactement. Un bon baptême. Exactement. J'ai géré l'opération moi-même. Et alhamdoulilah, j'ai bien atterri. J'ai pris la décision seul. D'ailleurs, le moniteur m'a mentionné ça dans mon carnet de vol. Comme quoi j'ai bien pris la décision. Un bon choix de site. De site pour l'atterrissage, exactement. Mais en revanche, il y a eu quand même une difficulté parce que vous avez atterri sur un arbre. J'avais pas le droit à l'erreur, j'avais pas le droit au stress. Oui, mais quand même vous êtes resté accroché à un arbre. C'est un peu comme dans les films. L'arbre non, mais l'air oui. J'étais accroché en l'air. À un moment donné, je croyais que le parapente ne bouge plus, ni à gauche ni à droite. J'étais comme une lampe suspendu dans les airs, exactement. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, oui. C'est impressionnant. Mais en fait, c'est mieux que d'aboutir comme ça sur un arbre. Ah oui, non. Comme c'est arrivé pour nombre de parachutistes ou de parapentistes. C'est ça les accidents qui sont souvent arrivés pour les parapentistes, c'est d'atterrir sur des arbres ou bien dans des falaises dangereuses. C'est-à-dire, ça se passe. On ne peut pas négliger ça. J'imagine. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un équipement spécifique pour permettre un atterrissage safe, comme on dit. L'atterrissage, d'abord, pour le sujet de la sécurité, nous avons deux sortes de sécurité qu'il faut bien suivre dans ce genre de sport. Il y a la sécurité active pour le pilote qui est en plein vol, c'est-à-dire il est actif. Il faut toujours qu'il suit des normes de sécurité. Il faut avoir la connaissance de décollage-atterrissage. Il faut qu'il connaisse les conditions des pilotes exigées, telles que la vision, bonne visibilité, les sentiments de hauteur. Il ne faut pas voir tout ça. Il faut vérifier son cœur, j'imagine. Après, une bonne connaissance de parapente. Après, il y a la sécurité passive. Donc, il y a le casque. Il faut prendre un casque toujours. Les chaussures montantes. Voilà, des gants. Des genouillères peut-être? Pas forcément. Mais du matériel que pour comment dirais-je, les altimètres. Très bien. Voilà, oui, pour mesurer l'altitude un petit peu, pour savoir où vous en êtes, voilà. J'imagine. Oui. Après, il y a un parachute de secours qui est obligatoire pour un pilote. Voilà, il faut prendre un parachute de secours. Voilà. Toutes ces choses, on les ignore, mais on sait, maintenant, on connaît l'adresse, en tout cas si on veut pratiquer du parapente. Ouais. Une seule adresse, Bouzguene. Bouzguene, oui. Bouzguene et son club. Vous accueille. Oui. Quand vous m'avez accueilli. Mais toujours, oui, bien sûr, c'est comment dire, l'hospitalité est légendaire dans toute la région, en tout cas, à Tizi, où qu'on aille en Kabylie, c'est pas mal. Exactement. Nous avons une grande expérience dans la gestion des événements pareils depuis 2006. Oui. Depuis 2006, on organise des événements, des grands événements, des gens qui sont bien placés pour ça. En tout cas, vous êtes bien placé aussi pour ce qui est de l'organisation, puisque aussi vous avez ce sens du contact, aussi le sens des responsabilités par rapport au métier que vous exercez, parce qu'en dehors de votre passion, vous êtes aussi sapeur-pompier, on dira. Oui, je suis C'est un métier très noble, vraiment. Exactement, oui, je suis et même dans votre métier, vous avez essayé de vivre votre passion et d'inculquer cet amour pour le parapente à vos collègues, c'est bien ça? Oui, exactement. On a créé un club, un club parapente à la protection civile, Bouira. Oui. Et nous sommes en train d'améliorer, nous sommes en train de travailler. Inch'Allah, ça va donner un plus, Inch'Allah. Quand on survole comme ça les montagnes, on peut être au fait de ce qui se passe. On peut détecter facilement aussi un petit foyer de feu, non? Oui, le signaler, il y a dans des pays tels que le Chili, on utilise des paramoteurs même pour surveiller ce qu'on appelle surveillance baignade. Très bien. Voilà. Donc avec un paramoteur, on peut détecter les gens qui sont... Les dangers, sont en situation de danger. En situation dangereuse. Eh ben c'est pas mal. Voilà, hein, l'appel est lancé. Peut-être que la protection civile va développer cela aussi pour la surveillance des plages. Ah oui, avec le paramoteur, c'est la meilleure façon de voir le terrain. Oui, d'en haut.
C'est-à-dire qu'on voit aussi, on voit le fond marin quand on est, quand on survole comme ça, quand on plane un petit peu à une hauteur quand même assez basse. Et il y en a qui utilisent, même les militaires européens, ils utilisent le parapente pour déplacer, c'est des voiles militaires, des voiles vertes, vers militaires, il y en a aussi. Vous avez déjà survolé Tipaza? Tipaza, moi non, mais il y en a ceux qui ont fait ça. D'accord. Je connais des gens qui Comment ont-ils trouvé les sites archéologiques? Ah, là, je vais vous envoyer des photos, Inch'Allah. Ah, vous avez des photos? Il y en a, oui. Il y en a de Tipaza. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, merci beaucoup en tout cas à Lamine Moussi de nous avoir fait part de votre passion ce soir dans Brise d'été. En tout cas, pour ceux qui nous suivent ce soir, il est utile peut-être de rappeler que nous nous trouvons dans une zone qui est riche vraiment sur le plan archéologique. Et il faut citer le site de Tipaza, donc un site archéologique romain qui fait face à la mer, ou encore Cherchel qui possède l'une des statuaires les plus intéressantes, mesdames, messieurs, une statuaire qui est abritée par un très beau musée. Mais la ville en elle-même est un musée à ciel ouvert, il faut vraiment découvrir cette région. Et puis, dans la région de Tipaza, on peut aussi découvrir, et vous l'avez certainement visité, le mausolée royal de Mauritanie, n'est-ce pas? Je connais, qui est une œuvre architecturale qui remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et donc, très vieux monument, très beau. C'est très beau à voir et on va pas rater. Hein. On va faire le paramoteur autour, on va le filmer, Inch'Allah. Et nous envoyer les photos. Exactement, Inch'Allah. Merci beaucoup, en tout cas, Lamine Moussi. Si je parle d'archéologie, c'est aussi pour préparer le téléspectateur à découvrir le reportage qui va suivre et pour justement présenter, introduire ce reportage réalisé par notre collègue Nour El-Houda Bouzgaou, qui nous fait justement la visite guidée du nouveau centre arabe d'archéologie. À l'entrée de Tipaza, une imposante bâtisse nous interpelle, le centre arabe d'archéologie. Un projet dont les travaux ont été lancés en 2012 après sa proposition lors de la 17e conférence arabe sur le patrimoine archéologique et civilisationnel à Nouakchott. Pour être abrité à Alger, donc et de manière encore plus symbolique à Tipaza, pour pouvoir répondre à la capacité d'organisation des relations au point de vue recherche archéologique et patrimoniale d'une manière générale, au niveau d'un centre qui regrouperait à la fois toutes les informations et toutes les documentations nécessaires pour que ce travail de collaboration et actif puisse se faire. Ce centre se veut un complexe culturel. Sa vocation est de promouvoir l'archéologie arabe et de favoriser le dialogue interculturel entre les pays arabes. C'est un espace conçu sous forme d'unités interconnectées qui permet le déplacement entre les différents départements. La diversité des espaces qu'il offre, puisqu'il avait été conçu comme abritant cinq pavillons, si on peut dire, une bibliothèque, un institut, une administration, un laboratoire et un musée. Donc chacun va répondre, enfin il y a une partie qui va rester quand même pour l'Alexo et pour le centre arabe proprement dit, qui est la bibliothèque et l'administration. L'Institut va abriter le NCRBC, l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels. Le laboratoire va abriter le Centre national du film. Donc il y aura un bunker de films et le musée va abriter le CNRA. La bibliothèque, avec ses 4 étages, est bâtie sur une superficie de 3547 mètres carrés. Elle sera destinée à l'acquisition et la conservation des fonds documentaires et bibliographiques. Les salles de lecture réservées aux adhérents sont d'une capacité d'accueil de 1000 places. Les amphithéâtres, au nombre de 2, ouverts pour les échanges scientifiques et culturels et destinés à abriter les différentes manifestations scientifiques, ont une capacité d'accueil de plus de 450 places. L'Institut archéologique, pour sa part, un organisme d'enseignement, de formation et de la recherche en archéologie, aura pour mission la protection et la conservation du patrimoine. Le plus imposant de tous est bel et bien le musée. Il tient à lui seul une superficie de 4845 mètres carrés, dont
1860 mètres carrés, sont destinés à l'exposition. C'est un espace de collection d'œuvres les plus représentatives des sociétés arabes durant leur évolution. C'est dire que le Centre arabe d'archéologie est un complexe scientifique et culturel très important. La superficie, il y a à peu près 18 000 m² de surface construite, utile, répartis entre ces différents pavillons, entre différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui émergent à partir du sol, à partir de ce que nous appelons la tinda, qui est une sorte de place centrale distributive de tous les bâtiments, et des parties qui sont en sous-sol, notamment sous les laboratoires, sous le musée et sous l'institut, qui vont recevoir différentes activités à ce niveau-là. Et donc, voilà, il y a une possibilité d'interpénétration des différents pavillons. Il y a des mises en commun qui vont être nécessaires, notamment au point de vue laboratoire entre l'école, le NCRBC et le CNRA. Et bien sûr, des caractéristiques un peu distinctes qui sont notamment au niveau de du bunker des films. Donc on va essayer d'utiliser tout le potentiel qu'il offre, qui est énorme, et sa position bien sûr, son emplacement à Tipaza. Tous ces éléments vont collaborer à faire en sorte qu'il y ait une véritable source de tout le rayonnement culturel de l'Algérie. L'importance du Centre arabe d'archéologie réside aussi dans le génie de son architecture. Le Zellij, une mosaïque florale représentative de l'art islamique à travers des motifs ornementaux, est disposée de manière particulière sur les murs et les sols du centre. Les sculptures manuelles à même la surface à base de stuc est éblouissante. Cette ressource décorative, la plus largement exploitée dans le décor arabo-musulman, est présente dans les différentes entrées majestueuses des différents départements, mais aussi sur les piliers qui forment les arcades de l'espace d'exposition en plein air. Ainsi, le Centre arabe d'archéologie, avec ses multiples missions scientifiques, pédagogiques et culturelles, est un acquis d'une grande importance pour le développement du tourisme culturel de la wilaya de Tipaza. Hola et bienvenue et merci d'être là, amis téléspectateurs. Donc, qui suivez aujourd'hui Brise d'été. J'utilise un accessoire très apprécié par les Espagnols, en particulier les danseuses de flamenco. Et oui, aujourd'hui, le flamenco est une passion commune pour les artistes qui vont suivre. Il s'agit de Hasna Hanni, bienvenue, et également Amira Sherif Zahar. Voilà, je disais à l'instant que le flamenco vous a réunis. Il y a une semaine de cela, vous ne vous étiez encore jamais rencontrés. Effectivement, tout à fait. C'est bien cela. Et comment s'est faite la rencontre justement? Alors, bon, c'était... j'ai eu l'idée de reprendre la fusion andalouse que j'avais faite l'année dernière déjà, avec Symphonie andalouse. Et l'année dernière, c'était beaucoup plus dans la danse. Et je me suis dit, pourquoi pas dans le chant cette année. Oui, et je commençais à chercher si je trouve une chanteuse, mais algérienne, qui chante du flamenco. C'est très difficile de trouver. Oui. Mais grâce à Dieu, merci. Voilà. Je suis tombée sur Amira Sherif Zahar, qui est une artiste complète, qui chante, qui danse et qui joue de la guitare. Pas seulement la guitare, hein, n'est-ce pas Mira? Alors, vous jouez de combien d'instruments, dites-nous? Piano, guitare, cajon, c'est tout. Voilà, donc percussion, guitare et également piano. Donc, il vous arrive donc de changer de rôle dans les... Il vous arrivait en tout cas, au début de votre carrière, de changer de rôle dans des groupes de flamenco en France. Tout à fait, oui. Il faut dire que vous venez de Toulon, c'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça, oui. À Toulon. Et puis, avant de rencontrer Hasna, vous étiez sur un autre projet. Oui, tout à fait. On peut en parler brièvement avant de parler de... Oui. Alors, c'était un spectacle qui faisait la fusion entre la musique et la danse de Michael Jackson et le flamenco. Donc, c'était une fusion assez spéciale. Très différente. J'ai du mal à imaginer, donc... et il y a des Michael Jackson et flamenco. Oui, tout à fait.
Donc Oui. ça a été beaucoup de travail parce que oui, c'est quand même deux mondes complètement différents, mais c'était un travail très intéressant. Ouais. Quelle idée de réunir ces deux mondes, Alors, ces deux univers. C'était mes deux passions en fait. Michael Jackson, ça a été ma première passion quand j'étais enfant et encore en Algérie d'ailleurs. Et à un moment donné, bon, j'adorais danser quand j'étais petite, essayer de Sur les rythmes l'imiter, de Michael, etc. ouais. Voilà. Qui Et n'a j'ai- pas imité voilà, Michael exactement. Jackson étant enfant? Hasna, vous l'avez fait? Et comment? Je ne me permettrai pas de vous demander quelques petits pas là. Je t'ai fait le moonwalk hier avant de rentrer sur scène. Oui, c'est vrai en plus. Ah, vous l'avez fait? Dans les coulisses. Tout à l'heure, Pour je me veux la détendre. preuve. Ça va être C'est pas les compliqué. chaussures qu'il faut? Allez, on vous épargne ce défi. Merci. On vous épargne. Alors, ce 19, vous vous êtes rencontrés sur scène enfin. Après combien de temps donc de discussions sur Internet? Après, je dirais 15 jours, même pas un mois en tous les cas. Après un mois. C'était rapide. Voilà, c'était vraiment rapide. Mais une fois sur place à Alger, on répétait chaque jour. Et le premier spectacle, c'était le 19 juillet au Palais de la Culture. Et vraiment, moi personnellement, j'étais très contente. Il y avait un monde fou. Oui. Et le public était vraiment super. Le public a dansé un peu avec vous? Ils ont Ouais. dansé parce qu'on avait une danseuse avec nous. Alors, Eh ben oui. Il faut dire qu'Amira, plus d'un arc, d'une corde à son arc, elle est danseuse aussi. Merci. Ce qui permet, ce qui rajoute du charme, j'imagine. Voilà. Mais en fait, voilà, c'était une fusion entre flamenco et andalou. C'est votre école, en tout cas l'andalou à oui, Hasna. effectivement. Vous faites partie de cette troupe voilà, qui n'est plus à présenter, l'Inchirah, Voilà. qui intègre énormément de talents féminins, c'est bien cela? Effectivement, oui. Voilà. Alors, bon, j'ai commencé avec l'association Anchirah sous la direction de mon cher et maître Smaïl Henni, mon père. Votre père. Voilà. Et en fait, c'était mon idée et mon souhait, c'était en fait ça, reprendre l'association de mon père, mais beaucoup plus dans la fusion. Oui, parce que vous aussi, vous avez quitté l'Algérie, vous vous trouvez actuellement à Madrid. ouais, Et donc, c'est aussi une manière de garder un petit peu, de maintenir un peu ce cordon, Voilà. je dirais presque ombilical. C'est bien Effectivement. ça. Et donc, à Madrid, ça se passe comment? Ça va? Ça va, bon. Je n'arrive pas vraiment à trop travailler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens, c'est très difficile. Peut-être dans le sud, oui. Une kaïne, comment dirais-je, Djali El Jazairiya. Mais sinon à Madrid. Algérienne établie. ouais. Surtout, c'est vrai que les Algériens ont acheté énormément de propriétés Vers Valence, et en tout bord ça. de mer, Ouais, au effectivement. sud de l'Espagne, effectivement. Ils sont un peu plus nombreux à Barcelone. entre Effectivement, autres. ouais. Oui. Mais sinon, j'essaie, chaque fois que je suis là à Alger pour des vacances, j'essaie de faire au moins 2-3 spectacles et voilà. C'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Très bien. Alors, le spectacle, ça s'appelle Alegria Andalusa. Alegria Andalou. Al-Inchirah al-Andalousi. L'inchirah al-Andalousi, c'est plus simple pour moi, qui ne pratique pas un peu la langue espagnole. Donc, l'inchirah al-Andalousi, Alegria, qui veut dire Allégresse. L'allégresse. Voilà. Inchirah, c'est ça, c'est l'allégresse. Et donc, vous avez quand même, voilà, maintenu, je dirais, le lien avec votre passé. Voilà. Et donc, le spectacle, l'intitulé a changé depuis l'année dernière. Comme je vous disais, l'année dernière, la fusion, c'était beaucoup plus dans la danse. Oui. Et lo hemos llamado Sinfonía Andaluza, Symphonie andalouse. Mais là, comme c'est un nouveau groupe, c'est pas juste un projet, c'est pas pour 2-3 soirées. Inch'Allah, c'est un projet, c'est un groupe qui va durer, j'espère. Il y aura une continuité. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Et donc, voilà, sur scène, ça va, ça a bien fonctionné. L'alchimie est passée. Très bien, sincèrement, très très bien. Le programme, on a choisi pour nos spectacles, comme d'habitude, on commence toujours par la grande nouba, par l'école, Sanaa, al-Jazairiya, et petit à petit vers les chansonnettes, vers le shabi, après vers le flamenco, et, même kabyle. On a fait kabyle fusionné en espagnol. Très bien, excellent. En fait, Amira vient de l'école flamenco, proprement dite. Vous venez de l'école andalouse. Et c'est un beau mix. Et vous avez fait l'effort de vous rapprocher du flamenco pendant qu'elle
elle a fait revenait l'effort. vers l'Andalous. C'est ce qui C'est s'est ça. passé, j'ai l'impression, sur Tout cette à fait. scène. Oui. Oui. Et comment vous avez vécu donc cette virée un petit peu andalouse? Comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus à qui, enfin je le disais. Pas Ce chez sont nous, en des- tout cas. Non, c'était Vous pas avez chez dû vous. le dire en radio. Pardon. Quelque part sur une autre télé. En fait, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a fait rechanter des chansons que je chantais quand j'étais à la crèche en fait. Très bien. Ici à Alger, et donc c'était, pour moi c'était très agréable pour moi de revenir vers ça et de chanter en arabe. Enfin, mis à part quand j'avais 4-5 ans, c'était la première fois quoi. De belles Donc, sensations. oui, j'imagine. vraiment. De belles sensations. En Vraiment. tout cas, à force de dire agréable, mesdames, en régie, on nous réclame un petit a cappella. Qui ça? Ceux qui vous écoutent. J'imagine que même les téléspectateurs qui nous suivent ce soir ont certainement l'eau à la bouche. Ils ont envie aussi de découvrir vos voix respectives et cette fusion. Allez, un petit, pas très long. Alors, Allez. On vous a épargné quand même le défi de la danse. Hein. Ah, bien sûr. Merci. Mais en même temps, j'ai prévu le coup. Quand même. Alors, c'est un canto libre, comme on dit chez nous, istikhbar vocal, du grand maître de la musique flamenco, Camarón de la Isla. Oui. D'ailleurs, on commence notre spectacle par ce istikhbar. On fait un petit... Na, na, niño, na, na, del caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua. Olé. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola, con su verde sala? Merci. Bravo. En tout cas, on sent la différence. Voilà. Ça nous a permis un petit peu de sonder la différence des voix. Ce sont des timbres différents. Et c'est vrai, ce sont des interprétations qui se complètent finalement, vraiment. Voilà. Ce sont vraiment deux voix qui ont dû se compléter. Moi, j'ai raté le spectacle, hélas. Dommage. Mais j'imagine que les amoureux du flamenco et de l'andalou ont dû savourer cette expérience de chant. Ouais. Alors j'imaginais pendant que vous chantiez, donc Hasna, je l'imaginais toute la gestuelle que pourrait offrir Amira à cet istikhbar. Est-ce que c'était le cas sur scène? Est-ce qu'elle vous accompagnait par les gestes? Oui, en fait, moi je pense, dès que je chante, je me vois marcher al patio, non, de l'Alhambra, en train de, avec ma Mahar Maftoul et tout ça. Et donc, dès qu'elle démarre, Amira, moi je le vois au Bastion 23, ou sinon à la Casbah, avec... c'est super beau. Vraiment, c'est... en fait, ça se complète, le flamenco, l'andalou, en plus, on a beaucoup de modes qui se ressemblent beaucoup, surtout Zidane, Sika, alors sincèrement c'est beau. Mais de toute façon, l'origine vient de là, hein, Voilà, en fait, effectivement. quand même, quand on revisite un peu l'histoire de l'andalou. Déjà, comme son nom l'indique, ça vient d'où? L'Andalousie. De l'Andalousie, Voilà. donc d'Espagne, et donc ça aboutit
chez nous et ça a donné les dérivés que nous connaissons. Effectivement. Donc, ces écoles algériennes. Tlemcen Vous faites et partie Malouf. un petit peu de l'école algéroise, Voilà. Samara, c'est ça? Effectivement. Et bien sûr, à Tlemcen, on peut découvrir d'autres modes, mais toujours selon l'influence, parce que quand on recherche, on fouine un peu, on sait que ça vient de Grenade, pour ce qui est de, je ne sais plus. Même dans nos poésies, par exemple, dans l'andalou, ça parle toujours de Granada, Garnata, ça parle de Ishbilia, ça parle de Cordoba, et on chante beaucoup sur En fait, Granada. ce sont les trois principales villes qui ont un petit peu donné un peu naissance à cet art. Il y a Cordoue, Grenade et Séville. Voilà. Donc ces trois villes phares de l'Espagne qui nous ont un petit peu amené cet art, développé par la suite avec l'esprit algérien. Effectivement. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le flamenco? Pourquoi est-ce que, voilà, vous êtes issu quand même de l'école, pourquoi est-ce que vous avez choisi, Hasna, de donner des spectacles de flamenco depuis l'année dernière déjà? Alors déjà, premièrement, je suis à Madrid, ça fait plus de 15 ans. Oui. Et j'ai assisté à plusieurs concerts de gitanos de Madrid. Et sincèrement, à chaque fois que j'ai le plaisir ou la chance de voir un spectacle, la première impression c'est waouh, c'est tellement beau et on sent que quand ils chantent, quand ils commencent à chanter, que ça sort de là. C'est vraiment... Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. Des fois c'est triste, des fois on voit que c'est un peu triste, mais c'est beau. Mais même dans la tristesse, il y a une... Voilà, mais même dans la tristesse, toujours il y a l'allégresse, l'allegria, toujours elle est là, elle est présente. Mais c'est... Oui. Mais en fait, on l'a senti tout à l'heure quand vous faisiez tout à l'heure l'Esтерbar dont vous nous parliez là. Vous aviez toutes les deux les yeux baissés vers le sol. Oui, oui, mesdames. C'est spontané. Vous aviez besoin de votre bulle. On le sent que vous recherchez vos émotions, que vous êtes dans vos tripes et on l'a bien senti tout à l'heure. Hein. Effectivement. C'est vraiment à la recherche de ces émotions et que vous transmettez si bien, j'imagine, sur scène. En fait, c'est ça aussi. Le flamenco, c'est-à-dire même si vous dites qu'il y a une note tragique ou triste, c'est aussi beaucoup de grâce. Voilà. Il y a énormément de grâce. oui. Dans la danse. Après, c'est vrai que le chant n'est pas forcément fait pour plaire dans le flamenco. Il est plus fait pour être écouté, pour faire mal, en fait, pour toucher l'âme de l'autre, en fait. C'est pas forcément... c'est pas toujours plaisant au niveau de l'oreille, mais ça fait quelque chose, ça ne laisse pas indifférent. Voilà, le chant est interprété. Le chant est un cri en général, voilà. C'est une plainte, c'est une complainte, c'est une plainte, mais ça parle au cœur. Et en fait, c'est ce qu'on recherche quand on va vers un spectacle. On cherche cette fusion avec le chanteur à travers des émotions communes et des impressions communes. C'est bien cela. C'est vrai. Oui. Alors, vous êtes donc, l'une est en France, l'une est en Espagne, c'est pas loin. Il y a des frontières entre les deux. Pas trop loin. Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait une première rencontre avant d'arriver à Alger? Moi, je dirais en fait que... moi je préfère que notre première soirée, notre première boom, ça sera à Alger. Oui. C'est notre ville natale, voilà. Et après, on verra, Inch'Allah, oui, pourquoi pas, en France, en Espagne, avec le temps. Donc, vous préparez la suite pour ce spectacle. Voilà. Rappelons un petit peu le nom du spectacle. J'essaie de le dire depuis tout à l'heure, mais j'ai du mal. Alegria Andalusa. Bravo. Ça va, quand même, on y arrive un peu. Et donc, ça connaîtra une suite. J'imagine que vous n'avez pas encore le planning en tête, Hasna, mais vous nous en ferez part, certainement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un second spectacle prévu? Oui, bien sûr. Alors, on a Bouira, très prochainement. Bouira, et juste après Tizi Ouzou. Est-ce qu'on peut donner la date? Alors, le 21 pour Bouira, Inch'Allah, et le 26 à Tizi Ouzou, théâtre régional Katib Yassine. Très bien. Donc, 26 à Tizi Ouzou pour ceux qui nous suivent ce soir et qui souhaiteraient découvrir ce spectacle. Je sais aussi qu'Amira prépare une suite pour son spectacle, sa compagnie qui compte 17 membres, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc vous allez être prochainement en tournée en France, c'est bien ça? On est en train de préparer ça pour l'instant. Excellent. Un projet. Excellent. Donc un spectacle, rappelons-le, dont les premières représentations ont été données pas loin de Toulon. Hier, oui. C'est bien cela. Casino de hier.
Oui, à hier, et donc on attend avec impatience ce spectacle, pourquoi pas Alger? Pourquoi pas, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, on va voir un peu Michael Jackson fusionné avec le flamenco. Ça doit être très spécial. Spécial, c'est le terme. Merci mesdames en tout cas de nous avoir fait part de votre actualité, surtout pour vos fans qui vous suivent ce soir dans Brise d'été. J'espère que vous profitez en tout cas des vacances. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances? Moi, c'est la playa, moi, c'est la mer. La playa. Ah, c'est la playa, pas d'autre. Nous, vamos a la playa. Eso. Celui-là, parce qu'il est dans beaucoup de chansons. Et qu'en est-il d'Amira? Oui, la plage, le repos. Le repos, vous avez besoin de vous reposer. C'est ça. En fait, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances, de joindre l'utile à l'agréable, parce que bon, vous avez vos spectacles, mais vous pouvez toujours profiter de la beauté de nos mers. Voilà. Oui. Voilà. Donc, merci encore à Hasna Hani. Merci à vous. Et à Amira Sherif Zahar, Merci toutes à deux vous. chanteuses et musiciennes, je dirais. Bon, avec un petit cordon de plus sur l'arc de Amira, qui est danseuse aussi, qui nous a fait plaisir de venir aujourd'hui sur Brise d'été. Je vous souhaite de bonnes vacances, ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui dans Brise d'été. J'espère que vous avez apprécié ce numéro, donc qui était un mix entre culture, sport et loisirs. C'est ce qu'on vous avait promis tout au début des passages de Brise d'été. Donc prochaine émission, encore plus de découvertes, plus de passion. Restez donc fidèles à notre émission et passez de bonnes vacances. Dans Brise d'été. Brise d'été, ce programme qui vous accompagne durant vos vacances et qui est tourné à partir des plages. Aujourd'hui, nous nous trouvons au creux de cette baie, sertie de cet écrin de verdure dans le complexe touristique Corne d'Or de Tipaza. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter de fervents amoureux de la mer. Nous sommes tous liés à la mer d'une manière ou d'une autre. Nous avons un fabuleux littoral qu'il va falloir préserver d'abord pour les générations futures, mais pour nous. On est en pleine saison estivale, il faut le préserver. Brise d'été, jeudi soir à 21h sur Canal Algérie.